Rebonjour à tous et toutes. Je vous laisse vous installer tranquillement. On va commencer du coup la dernière table ronde de cette matinée sur l'impact écologique de la donnée. On va parler d'hébergeurs et de data centers. Et pour ça, je suis en compagnie de Ronnie Garcia. Vous êtes fondateur et dirigeant de la société OVA, hébergeur et fournisseur d'accès Internet humainement et écologiquement responsable et engagé. Et vous êtes aussi copilote de la factory numérique responsable et durable chez Digital 113. Bonjour Ronnie. Et à votre gauche, Michel Robert, vous êtes professeur à l'Université de Montpellier en systèmes et circuits intégrés. Vous êtes aussi directeur du CINES, le Centre informatique national de l'enseignement supérieur, centre qui abrite un data center dont vous nous parlerez. Et vous êtes, nouvelle d'exclusivité internationale, vous êtes aussi porteur de la chaire partenariale du groupe ISIA Polytech, responsabilité éthique et impact des technologies numériques. Bonjour à tous les deux. Alors, je vais commencer par une question peut-être un peu bateau. Je sais que je suis face à un public avisé. Mais de quoi on parle exactement quand on parle d'empreinte écologique de la donnée et surtout d'hébergeurs et de data center? C'est quoi la différence entre un hébergeur et un data center, Ronnie? Merci Lorraine. Oui, il m'a semblé important de descendre un petit peu dans les bas-fonds du numérique pour mettre le bon vocabulaire sur les bonnes définitions. Un data center, avant tout, c'est un bâtiment. Voilà, c'est un bâtiment. Vous avez une photo en haut à gauche, un bâtiment fabriqué en béton la plupart du temps, vide, en tout cas vide d'informatique. Et c'est à l'intérieur de ce data center que l'on va installer des systèmes informatiques. Donc, ils sont présentés à droite. Et c'est ça qui va former la photo qui ressemble à ce que vous voyez presque tous les jours dans la presse d'un data center équipé. Il faut savoir que très peu d'acteurs font les deux métiers. Ça peut sembler étonnant. Bon, on est face à un public averti, vous l'avez dit. Mais pour autant, même en France, par exemple, Google, Amazon ne possèdent pas de data center en propre. Ils occupent des espaces dans des data centers commerciaux existants sur le marché à Marseille, en région parisienne. Et le marché va en plus vers la séparation entre ces deux métiers. Vous avez peut-être intercepté l'information, SFR a vendu ses data centers. Free est sur le point de le faire parce que c'est un métier vraiment différent. Alors c'est pour des raisons de dette, mais en réalité, c'est vraiment parce que ce sont deux métiers très différents. En France, il y a 260 data centers commerciaux qui sont référencés par le site qui est cité en haut à droite, voilà, présents sur le territoire, hormis la diagonale du vide. Ils sont principalement présents en région parisienne, beaucoup à Marseille également, qui est un nœud d'interconnexion important. Aux États-Unis, on en dénombre 10 fois plus. Et ce qui est intéressant, c'est la densité. Il y a 2 fois plus de densité de data centers, en nombre en tout cas, aux États-Unis qu'en France. Pourquoi ? Parce que beaucoup de services numériques sont fournis depuis les États-Unis. Et data center, c'est aussi les petits data centers privés dans les entreprises, moyennes ou grandes, ou même des entités publiques. Par exemple, à Montpellier, France Travail possède un data center en propre, et cela, il ne compte pas dans les stats, les fameux 260. Il est comptabilisé à part parce qu'il est hors radar. En termes d'impact, je vais revenir à la slide d'avant. En termes d'impact, il faut bien comprendre que comme ce sont deux métiers différents, l'impact d'un data center il va se situer à 3 niveaux. Sur le bâtiment lui-même, la construction, pas que des data centers, mais en général est très très polluante. Le béton notamment consomme beaucoup d'eau, beaucoup de matières premières extraites. Donc c'est un premier enjeu. Et donc là, une solution existe, c'est utiliser des bâtiments existants. Il y a malheureusement de la désindustrialisation en France, mais c'est un avantage, c'est que des bâtiments se retrouvent non utilisés et pourraient être transformés en data center sans avoir à construire obligatoirement un data center. Il y a par exemple des cas à Marseille où on a transformé des bâtiments militaires, anciennement militaires, transformés en data center. Un deuxième enjeu, c'est le refroidissement. Même c'est un enjeu indirect, parce qu'un data center vide n'a pas besoin de refroidissement. C'est bien les utilisateurs du data center qui vont nécessiter que l'on refroidisse un data center. Et donc là, pour le refroidissement, il y a des enjeux avec
des innovations très, très régulières, fréquentes, qui amènent à optimiser, à réduire le besoin en refroidissement, mais qui pour autant n'ont pas aujourd'hui de solution miracle. Et attention aussi au transfert d'impact. Il existe des solutions de refroidissement qu'on appelle adiabatiques, c'est-à-dire qui n'utilisent pas la climatisation traditionnelle, mais ces solutions, qui ont donc un impact sur la consommation en énergie qui est très faible, transpose l'impact sur l'utilisation d'eau, puisqu'il faut utiliser de l'eau qui s'évapore et donc qui est perdue dans l'atmosphère, de l'eau propre en général d'ailleurs. Et le troisième, c'est l'énergie, bien sûr, qui est lui aussi indirecte. Un data center vide n'a pas besoin d'énergie, mais les utilisateurs de data center consomment indirectement beaucoup d'énergie avec des solutions vers le renouvelable. Les hébergeurs sont les utilisateurs du data center, et ces hébergeurs sont ceux qui fournissent, produisent, enfin utilisent les serveurs. Donc il y a des gros, des moyens, des petits, il y a toutes les tailles, une diversité très importante. Les plus gros en Europe se partagent le MAGO, M-A-G-O, Microsoft, Amazon, Google, OVH, sont les 4 acteurs principaux en Europe qui sont tellement gros qui eux ne peuvent pas, à l'échelle individuelle de leurs clients, aller regarder si les usages que leurs clients font sont raisonnés ou pas, parce qu'ils traitent un volume très important et donc ils vont raisonner vraiment à grande échelle. Inversement, un petit hébergeur, j'en représente un ici de façon très modeste, a à l'inverse un regard très très précis, très poussé de conseil, vraiment un rôle de conseil auprès de ses clients pour aller perturber les besoins qui sont formulés en allant sur du mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Est-ce qu'on ne peut pas aller juste un petit peu moins loin? Et avec un rôle, donc je pense, très important. Et là, les impacts environnementaux sont différents, les enjeux sont différents. On va parler plutôt de l'épuisement des ressources, puisque pour faire fabriquer des serveurs, il faut extraire des ressources. On a beaucoup parlé de cela. Et donc l'enjeu, enfin la solution de cela, c'est d'allonger la durée de vie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, et d'utiliser du matériel reconditionné. C'est des solutions très pragmatiques qui fonctionnent dans ce métier. L'impact social, on en a parlé aussi hier à Montpellier. Je vous invite à regarder le replay. Et puis l'électricité à nouveau. L'hébergeur consomme beaucoup d'énergie. Et donc, il a un rôle à jouer dans l'optimisation des matériels, l'utilisation de matériel qui est plus efficace et l'optimisation des capacités. Et là, on va chercher les clients, les utilisateurs. Est-ce que vous avez vraiment besoin de stocker toute cette donnée en 4 exemplaires, etc. On parlera peut-être des solutions un tout petit peu plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est que du coup, vous, justement, vous représentez un hébergeur, OVA. À votre gauche, vous, Michel, vous abritez un data center avec le CINES. Comment est-ce que vous l'opérez de manière la plus responsable possible ? Alors, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, le CINES est un cas particulier. Alors, déjà, au niveau du bâtiment, il a 45 ans. Donc, je pense qu'on a rentabilisé la construction. Et il a 3 missions d'intérêt national, donc, qui sont le calcul intensif, l'hébergement de serveurs et donc l'archivage aussi pérenne. Donc, je le distingue ici. Donc, à droite, vous avez l'hébergement classique, c'est-à-dire un métier de data center. Donc, à l'intérieur, ce sont des établissements, des universités, des laboratoires, des organismes de recherche, des DSI, voilà, donc des acteurs qui cherchent à avoir un environnement sécurisé, puisque évidemment ce type de centre marche tout le temps, jour et nuit, et tout ce qui est énergie, évidemment, hautement sécurisé, avec d'ailleurs ce qu'on ne voit pas quand on voit les photographies data center, c'est la face cachée, c'est-à-dire tous les équipements, les infrastructures non numériques qui permettent un bon fonctionnement. Une autre mission, c'est l'archivage. Je crois que c'est toujours intéressant de le dire. Quelle sera la mémoire numérique depuis 20 ans, 30 ans? Et donc là, on travaille bien sûr avec le ministère de la Culture, d'autres ministères. Donc il y a une norme qui s'appelle le VITAM. Et l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, archiver sur des périodes les plus longues possibles. Par exemple, ce qui est emblématique, c'est que toutes les thèses doctorat soutenues en France sont stockées quelque part au CINES et dupliquées ailleurs, etc., etc. Et donc, le calcul intensif, qui est, je dirais, l'image actuelle du CINES, puisque depuis sa création, donc au départ c'était des technologies IBM, et aujourd'hui donc on abrite ce qu'on appelle un supercalculateur, et ce supercalculateur donc répond aux enjeux actuels, notamment sur l'intelligence artificielle. Donc je vais décrire ça. Voilà. Donc ce supercalculateur
qui s'appelle Adastra. C'est ce qui se fait actuellement de mieux au monde. Voilà, donc c'est la chance qu'on a. Donc c'est un investissement national. Et voyez ce que représente donc un supercalculateur qui est un objet particulier, mais on ne va pas faire des gros travaux sur l'IA en travaillant sur des GPU, des serveurs qui sont mis de manière classique dans les infrastructures donc, que vous connaissez des GAFAM. Non. À un moment donné, et les GAFAM aussi ont leur gros calculateur, donc ça c'est Adastra. Donc qu'est-ce que vous voyez? À gauche, vous voyez les tuyaux bleus et rouges, parce qu'aujourd'hui, tout est refroidi par eau. Une eau qui n'est pas perdue, c'est une eau tiède, donc ça rentre autour de 30-35 degrés, ça sort, on rajoute 7-8 degrés. Donc ça, c'est déjà des technologies qui ont énormément progressé. Donc en l'occurrence, là, c'est une technologie HPE créée et donc AMD pour les puces. L'autre côté, vous voyez la face arrière, en vert, c'est la fibre optique, donc c'est d'ailleurs le réseau créé, qui va, il faut aussi le dire, vers un autre espace qu'on ne voit pas sur la photo, qui sont les mémoires, donc SSD, disque rotatif, voilà. Et là, vous avez des cartes. Une carte, c'est 50 kg environ, avec des puces extrêmement avancées, notamment des CPU, GPU. Et ça, aujourd'hui, vous voyez, c'est une machine à 90 pétaflops. Sa consommation est à 1,3 MW et j'expliquerai à la fin de la table ronde comment on va optimiser mieux ces ressources, cette énergie. Et donc, effectivement, ce qui est important, c'est les consommations. Donc aujourd'hui, un ordre de grandeur, c'est que pour 1 watt d'énergie, on sait, avec cette machine, faire environ autour de 60 gigaflops, flops, donc avec un S par seconde. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux et qui est évidemment très, très supérieur avec ce qu'on ferait avec des lames distribuées dans des serveurs. C'est un poids, pour donner en grandeur, un rack. Un rack, c'était au départ 500 kg, 600 kg, 1 tonne. Des racks comme ça, la densité fait que c'est environ 2 tonnes au mètre carré. Voilà. Donc ça correspond à la technologie la plus avancée. La machine identique aux États-Unis, elle est aujourd'hui à 1 hexaflop frontière, et celle qui va être annoncée est à 2 hexaflops, donc El Capitan. Ce sont les mêmes technologies. Ce qui va changer, c'est les puces. Donc, est-ce que c'est des puces pour le calcul intensif, des puces pour l'IA et le calcul intensif, ou pour l'IA simplement? Donc, il y a des grands enjeux actuellement. Et bien sûr, on a un devoir, et en tout cas, moi, c'est mon engagement, pour plusieurs raisons, puisque c'est aussi un sujet pour moi important, c'est l'éthique, l'impact. On va utiliser énormément donc d'énergie, et cette énergie, évidemment, il faut la mutualiser. Donc, justement, parlons de la question énergétique, parce que c'est vraiment finalement le cœur du réacteur. On ne peut pas l'esquiver, on en a parlé, Ronnie, vous l'avez mentionné, vous aussi, Michel. C'est le truc qui revient en premier quand on parle de l'impact écologique de la donnée, la question énergétique, l'explosion des coûts énergétiques. Ça représente quoi ? Alors déjà, on va, bon, je le dirai, mais pour nous, chaque calcul, quel qu'il soit, donc c'est des comités scientifiques, puis il y aura aussi bien sûr des comités industriels, hein, il y a tout un protocole défini en France. Hein. Ce type d'approche fait qu'on donne un bilan carbone qui est plus ou moins précis, parce que ça dépend des données des constructeurs, et surtout un bilan énergétique de chaque calcul. Donc ce qui est important, calcul et données pour l'IA, donc j'ai marqué les espaces, et à droite vous avez ces technologies IBM, toujours en pointe. Cette construction-là, c'est un robot pour de l'archivage sur cartouche magnétique. Ça fait 70 pétaoctets, donc c'est énorme pour les données. Et il ne faut pas sous-estimer la sobriété de cette technologie. Donc toute simple, hein, c'est des bandes magnétiques, je répète, des cartouches, parce que ça n'a pas besoin de climatisation et ça n'a pas besoin de refroidissement avancé. Donc premier point. Ensuite, données énergie, c'est évidemment couplé. Donc là, je donne des chiffres, mais à la limite, je ne vais pas m'étendre. C'est tout ce qu'on génère comme données. On va parler de zétaoctets. On peut aussi mentionner les progrès qui ont été faits. Ça a été dit ce matin, mais par rapport à ce que je vous disais, l'ENIAC, qui a été cité, premier calculateur électronique avec des tubes, on faisait pour 1 watt 0,03 addition. Aujourd'hui, pour 1 watt, je vous ai dit, on fait 60 milliards d'instructions à virgule flottante par seconde. Donc, il y a besoin de beaucoup d'énergie. Et cette énergie, là je vais avancer un petit peu vite, voilà, on va prendre, si vous voulez, au niveau des data centers, plutôt que des chiffres, une courbe. Voilà. Cette courbe montre qu'aujourd'hui,
les data centers de manière globale, on va dire un tiers pour les réseaux, un tiers pour les terminaux, un tiers pour les data centers. Et donc toute la question, effectivement, pour un data center particulier comme le CINES, c'est d'optimiser cette consommation d'énergie. Donc là aussi, il faut savoir de quoi on parle. Les impacts sur la planète, il y a de l'eau, c'est vrai, dans les data centers classiques. Un data center comme le CINES, on consomme très peu d'eau. De toute façon, il y a des compteurs, je suis bien placé pour le voir. Pourquoi ? Parce que cette eau, c'est des échanges thermiques simplement. Et on va essayer, donc, sur ces aspects-là, effectivement, de minimiser les pertes d'eau. Il y en a toujours un petit peu, de toute façon. Et de même, on va essayer d'adapter donc, les fréquences des processeurs et autres pour diminuer cette énergie. Donc, si je résume, Ad Astra, c'est 1 mégawatt environ, quand on le fait marcher, alors que ça doit être 1,2, 1,3, pour 100 pétaflops. Voilà, j'arrondis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'atteindre l'hexaflop, donc 10 puissance 18, avec donc une énergie entre 10 et 15 mégawatts. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, le calculateur le plus puissant au monde, Fugaku, au Japon, qui est à 400 et des poussières, donc pétaflops, c'est 30 mégawatts. Il est dans les classements internationaux, il est dans le top 5 d'ailleurs mondial. Donc ramener un hexaflop, ça fait plus de 70 mégawatts. Donc on se rend compte qu'en l'espace de quelques années, il y a des progrès énormes. Aujourd'hui, on va dire qu'on est plutôt entre 15 et 20 mégawatts pour un hexaflop, mais on va, je pense, atteindre 10 à 15 mégawatts assez rapidement parce qu'il y a eu des gros progrès qui sont faits à tout point de vue. C'est encourageant. C'est vrai que on parle beaucoup du coup de la question énergétique. En sciences de l'écologie, il y a souvent, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, l'écueil de la carbon tunnel vision. Donc c'est la vision tunnel qui consiste finalement à envisager tous les problèmes sous le prisme des émissions carbone. Et du coup à omettre tout le reste. On en a déjà un petit peu parlé, mais la question des matières premières, la question du stress hydrique. Et à ce titre, par exemple, un data center de Google en Arizona, ça consomme 3,8 millions de litres d'eau par jour. Ça fait 800 baignoires par heure. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une vision, du coup, exhaustive de cet impact écologique de la donnée qui prend en compte tous ces aspects-là ? Ronnie ? Alors, encore une fois, une question de vocabulaire. C'est vrai que on parle de carbone, de bilan carbone, de décarbonation. Déjà, les mots ont un sens. Il faut parler de dioxyde de carbone, pas de carbone. Et puis, plus largement, de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est le réchauffement climatique. Donc, effectivement, beaucoup de médias aujourd'hui, si ce n'est pas tous, parlent principalement de l'impact environnemental du numérique sous cet angle-là. Malheureusement, ce n'est pas le seul, et loin de là. Fabriquer un ordinateur, c'est l'ADEME qui nous le dit, de 2 kg nécessite 600 kg de matières premières. Donc vous imaginez que pour 600 kg, il faut extraire, trier, etc., affiner, ça a été dit. Pour obtenir une tonne de terres rares, on se retrouve avec 600 000 mètres cubes de déchets gaziers avec de l'acide chlorhydrique. On rejette 200 mètres cubes d'acide dans l'eau. On génère 1 à 1,4 tonnes de déchets radioactifs. C'est l'Académie NR qui a fait ce constat. Tout ça, bien sûr, je dis vous, je me mets dedans, quand on reçoit un smartphone, un PC tout neuf, il est beau, il est emballé, il est brillant, on ne se pose pas forcément ces questions-là. Hier, David nous a fait un petit exposé, David Maenda Kitoko. Il est dans la salle, vous avez peut-être échangé avec lui. Moi, vraiment, je vous invite à chercher son nom dans YouTube et à trouver ses conférences qui sont très détaillées, très longues. Et donc, à les regarder dès ce week-end et peut-être à en parler dès lundi au bureau. Merci Michel. Parce que c'est un sujet qui mérite, je pense, d'être viral. Voilà, qui mérite d'être connu parce qu'il n'est pas partagé dans les médias traditionnels, alors que c'est la dure réalité. Donc l'outil, puisque c'était la question, comment est-ce qu'on prend en compte les autres impacts que celui simplement du gaz à effet de serre, de l'émission de gaz à effet de serre ? Eh bien, il existe un outil qui est ce qu'il est, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Alors, je ne suis pas un expert de l'ACV, il y en a dans la salle, je vais peut-être juste le généraliser, en tout cas le simplifier. Donc, une analyse de cycle de vie, c'est un outil qui permet de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières
première jusqu'à la fin de vie. Vous voyez un schéma à droite, en prenant surtout, c'est ça qui est important, des critères. Et une analyse de cycle de vie multicritères, c'est là qu'elle a tout son sens, puisque on va prendre en compte une dizaine, une douzaine, peut-être parfois plus, des fois moins, de critères tels que ceux qui sont listés à gauche, que vous pouvez voir et qui ne sont pas forcément très connus, tels que la pollution de l'eau. Voilà, on n'imagine pas forcément que pour extraire de la matière première, il faut beaucoup d'eau. Alors l'inconvénient de cet outil, c'est que on manque de données. Voilà. Quand on parle de l'extraction de matières premières, eh bien, on va dans des pays, ça se passe dans des pays où il y a de la corruption, où il y a peu d'informations qui circulent de façon transparente, et donc on est obligé de faire des suppositions. Mais c'est un mal pour un bien. L'analyse de cycle de vie permet quand même d'avoir une bonne échelle, et surtout une échelle de comparaison. Nous, par exemple, on a fait notre première ACV en 2014 sur un outil très précis, un service très précis. On a fait la même un an plus tard. Et en suivant les recommandations qui nous avaient été faites, on a réussi à réduire l'impact à peu près de moitié sur la douzaine de critères, alors plus ou moins selon, parce qu'il y a toujours des transferts de pollution, tels que je l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un outil qui est vraiment très pratique et qui aujourd'hui est vraiment démocratisé. Alors on ne fait pas une ACV comme ça juste en se levant le matin, mais il y a des experts qui savent faire ça très bien. Et un exemple qui parle aussi sur le transfert d'impact ou le transfert de pollution, c'est le véhicule électrique. Tout le monde vante, le marketing vante le véhicule électrique comme un véhicule propre, zéro émission, bien sûr. Sur sa phase d'utilisation, il ne génère pas de particules fines, de gaz à effet de serre, mais il faut prendre en compte l'ensemble de son cycle de fabrication et de fin de vie. Et bien sûr, il y a une transposition des impacts qui se fait sur l'extraction des matières premières pour fabriquer des batteries, par exemple, ainsi que la fin de vie. Le recyclage des batteries est quelque chose qui n'est pas encore très évident. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on a exposé l'ensemble de ces impacts, c'est finalement les solutions qui se dessinent. Est-ce que vous mettez en place, à la fois chez OVA et au CINES, comment est-ce que ces solutions que vous proposez aussi, elles peuvent se massifier? Michel? Alors, il y a déjà des points qui me semblent importants. C'est la régulation. Donc, ça a été dit, redit hier, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un cadre législatif qui est quand même très puissant sur la RGPD pour les données. Donc, je pense en particulier pour ce qui nous concerne données santé. Il y a quand même des règles. Il y a les lois sur l'anti-gaspillage. La loi, je l'ai mis en rouge parce qu'elle est quand même essentielle sur la loi Rennes, sur numérique responsable. C'est une loi très bien écrite. Et puis, plus récemment, on parle évidemment de tout ce qui se passe à l'échelle européenne sur l'IA. Mais si vous regardez la régulation, je pense que tout est écrit dans la loi. C'est même un texte pour les étudiants parce que limiter le renouvellement des terminaux, faire émerger l'OP des usages numériques vertueux, promouvoir des centres de données, donc ce qu'on discute maintenant, et des réseaux moins énergivores. Donc, soyons clairs, le refroidissement par eau tiède, c'est une avancée spectaculaire. Et d'ailleurs, ça se voit quand on visite le centre, c'est étrangement silencieux. On n'entend pas ce bruit de tous les serveurs. Donc, on entend effectivement le refroidissement. Il y a quand même une pompe pour faire circuler. C'est de la microfluidique. On doit d'ailleurs gérer de nouveaux problèmes. Il peut y avoir des petites fuites. Voilà. Donc, c'est des choses qui évoluent. Mais clairement, ça répond à cette exigence. Donc, ça veut dire que, évidemment, ça a été cité. On voit que les territoires, ça a été cité ce matin dans l'introduction, évidemment, se mobilisent pour répondre donc aux enjeux. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous avez donc le calculateur d'Astra. Bon, là, c'est une vue infrarouge. Déjà, se poser la question, le refroidissement par eau tiède, pour le moment, moi, quand je suis arrivé à la direction du CINES, et c'est logique, on a des échangeurs thermiques sur les toits. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On chauffe les oiseaux. L'idée, c'est cette boucle, donc eau tiède en bleu et eau chaude, eau sortie en rouge, eau tiède et refroidie en bleu. Eh bien, là, il y a un partenariat qui se met en place avec la métropole de Montpellier pour aller se greffer sur la boucle de chaleur. Les premiers calculs font qu'on pourrait chauffer, il y a des normes, environ 400 appartements. Voilà, donc ça, c'est déjà récupérer au mieux de la chaleur. Est-ce que ça, c'est réplicable par d'autres data centers? Tout le monde devrait le faire, ça devrait être une obligation. Après, c'est nos modes de vie.
Voilà, on devrait avoir tous les parkings des centres commerciaux équipés d'ombrières avec des panneaux photovoltaïques. Voilà, ça va devenir obligatoire. De même, je le précise, un calculateur quand on fait donc l'acquisition, parce que c'est très compliqué, il y a des benchmarks, il y a une compétition, il y a des enjeux financiers, et il est prévu déjà le recyclage. Voilà, donc la seconde vie d'un calculateur est obligatoirement pensée. Ce n'était pas le cas au début. Ensuite, donc, récupération de la chaleur, je viens de le dire, par du chauffage, c'est la moindre des choses. Mesurer la consommation électrique, alors ça c'est fondamental, vous avez un dashboard donc, qui montre, c'est juste un extrait, hein, des températures, des taux d'utilisation de la machine. La consommation, au moment où cette photo a été faite, vous voyez, on n'est pas à 700 MW, la machine c'est comme une voiture, elle ne tourne pas à fond tout le temps, bien que par rapport à l'IA, elles sont toutes saturées actuellement, à 200-300% de demande. Voilà. Donc, il faut optimiser les calculs. Il y a ce qu'on fait, sans le dire. Donc, on va, nous, baisser les fréquences des processeurs pour gagner en énergie. Et à la fin, c'est du 10%, 15%, 20% de gagné. On va faire une restitution pour éduquer les utilisateurs, pas du calcul intensif. Certains calculent dans des langages qui vont faire sourire, et pourtant, c'est les langages certainement les plus sobres. Je pense au Fortran. Beaucoup de calculs se font toujours en Fortran. Ça, c'est le calcul intensif. Les comités IA... Est-ce que vous pouvez expliciter ce que c'est ? Alors, le Fortran, c'était un des premiers langages, donc il date des années 60-70, donc les plus anciens connaissent. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec des langages, je veux dire, tels qu'on connaît aujourd'hui, jusqu'à Python. Mais le problème, c'est que c'est des langages très proches, effectivement, de la machine. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources de calcul perdues dans les compilations. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a ces usages. Par contre, au niveau IA, un de mes problèmes actuellement, c'est qu'avant de faire des calculs, il faut avoir les données à proximité d'un calculateur. Et actuellement, on est sur un gros projet dans lequel, si on ne trouve pas d'autres astuces, il faudra un mois rien que pour transférer toutes les données. Pourquoi ? Parce que c'est des corpus énormes que les gens vont rechercher sur la planète. Donc là, voilà, on essaie de travailler intelligemment. Donc les dimensions, quand on fait de l'IA générative, c'est plus d'une centaine de milliards de paramètres. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux sur ces sujets. Et là aussi, normalement, quand on fait des bilans, il faudrait qu'on mesure le coût de ces transferts. Et notamment le GDR Eco-Info à Grenoble a fait des calculs donc, sur Renater, qui est le réseau, 1 gigaoctet entre Paris et Montpellier. Ça, un poids CO2. Eh bien, multiplié par les téraoctets dont on a besoin, voilà, il faut absolument que les gens comprennent que l'IA, y compris dans l'amorçage, voilà, alors évidemment, on a cité tout à l'heure OpenAI. OpenAI a mis beaucoup de serveurs, beaucoup de lames de calcul. Ils vont en acheter d'autres, donc on sent bien qu'il y a un vent de folie actuellement. Donc, si on veut faire de l'éthique sur l'IA, il faut absolument avoir ces retours. Finalement, mon application, quel est son impact écologique, voilà. Ensuite, voilà, gérer des données, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on les met sur du SSD, des disques flash, sur des disques durs, des cartouches magnétiques qui sont beaucoup plus sobres, sachant que, évidemment, l'utilisateur, il veut des résultats assez rapides. Et le mot le plus important à retenir, c'est le mot mutualisation. Les gros calculateurs en France, il y en a 3. Donc 2 à Paris, les Jean Zé, donc du CNRS, Joliot Curie au CEA, et le CINES. Et l'idée, c'est de mutualiser ces instruments pour toute la France. En Espagne, il n'y a qu'un centre, à Barcelone. En Italie, il n'y a plus qu'un centre. Le Cineca qui fait en même temps le calcul, la météo et toutes les applications. Donc c'est sûr qu'avec des moyens limités, qui ne sont pas ceux des GAFAM, il faut absolument mutualiser ces ressources, inventer de nouveaux modèles hybrides pour partager avec les comités académiques, mais aussi industriels, parce que effectivement, ces enjeux sont là, et c'est quand même des enjeux de souveraineté et de sobriété qui sont essentiels. Et Ronnie, de votre côté, avant d'ouvrir la parole au public, qu'est-ce que vous mettez en place justement chez OVA de concret comme solution qui pourrait être réplicable aussi à une plus vaste échelle ? Est-ce que vous arrivez à mesurer, comme le fait Michel, et à essayer de diminuer au minimum votre impact ? Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure d'une ACV que nous avions fait en 2014, nous en avons ensuite fait d'autres, et c'est là que l'on peut percevoir de façon très factuelle que nos actions permettent de réduire nos impacts. J'aimerais quand même dire qu'on pointe souvent du doigt le data center dans la presse ou autre sur son impact. Il faut quand même
se raisonner et se dire que s'il existe des data centers, s'il existe des hébergeurs, c'est bien parce qu'il y a des utilisateurs. Et nous sommes tous des utilisateurs de data centers, en le sachant ou en ne le sachant pas. Et nous, on a un premier levier d'action qui est un slogan chez nous, c'est juste ce qu'il faut quand il faut. Donc on questionne systématiquement nos clients sur leurs besoins. Et en fait, tout part de là. C'est-à-dire que quand on arrive à faire comprendre à un utilisateur final qu'il a besoin d'un tiers de ce qu'il nous a demandé, eh bien, on a déjà gagné une partie. Ensuite, le deuxième levier que l'on active, c'est celui de l'allongement de la durée de vie du matériel. C'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure. Nous, on est allé assez loin, on a fait des expérimentations. On va aujourd'hui jusqu'à 12 ans. Un serveur, donc, c'est une machine, un ordinateur que l'on achète. Et dans beaucoup d'organisations, c'est un équipement qui se change tous les 3 ans, tous les 5 ans. Nous, on a fait cette expérimentation pour aller jusqu'à 12 ans. Alors comment on fait ? Eh bien déjà, on achète du matériel qui est garanti par le constructeur pendant 7 ans. Donc il nous coûte plus cher à l'achat, certes, mais le ROI, c'est ça qui compte, est au rendez-vous. Pendant 7 ans, ce matériel, on va pouvoir le mettre dans un environnement de production qui va servir pour des services de haute disponibilité, de haute performance. Quand vos organisations achètent du service cloud, c'est à ça qu'elles s'attendent. Et à la fin de cette première vie de 7 ans, eh bien, on bascule sur un usage moins critique. Nos clients, les entreprises ont besoin de services non critiques pour faire du développement, du test, de l'archivage, des choses qui peuvent s'arrêter 1 heure, 1 journée dans l'année, c'est pas très grave. Et on arrive à produire ces services en prolongeant la durée de vie, comme je l'ai dit, et en vendant ce service 3 fois moins cher en plus. Tout le monde y gagne. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est sur la durée de vie du matériel. Il faut savoir qu'il y a une obsolescence aussi qui est faite par les éditeurs. Et Microsoft, par exemple, avec sa sortie de Windows 11, interdit l'usage de Windows 11 sur les ordinateurs les plus anciens. Il y a un texte qui dit qu'il y a 240 millions de PC qui vont devoir être mis à la poubelle, ou en tout cas leur donner un autre usage, parce que Windows 11 ne tournera pas sur ce système, sur cet ordinateur. Moi, j'invite tout le monde à se reposer la question des usages. Certes, l'habitude fait que vous avez été formé, habitué à utiliser des systèmes, des applications, des services, mais il existe des alternatives, notamment des alternatives open source. Il n'est pas, c'est pas une insulte que de dire vous pouvez utiliser Linux par exemple pour un usage bureautique, ce qui est souvent quand même le cas dans l'usage de l'informatique. Un usage bureautique, on peut très bien utiliser Linux au quotidien avec des suites bureautiques très performantes, des navigateurs, des outils de messagerie tels que vous les utilisez tous au quotidien avec un ordinateur Linux qui a peut-être 7, 8, 10 ans avec un fonctionnement tout à fait optimal. D'ailleurs, ce sera l'objet de la table ronde de cet après-midi, à savoir comment justement le logiciel libre peut permettre d'optimiser à la fois la consommation, de se projeter dans un numérique responsable qui soit aussi plus sûr. Et donc, c'est comment en fait le logiciel libre peut permettre de lier enjeux de cybersécurité et numérique responsable. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot pour la fin ou est-ce qu'on peut déjà... On va laisser la parole au public dans ce cas-là. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, je vois une main qui se lève ici. Merci de nous donner la parole. Bertrand Montfort, biomanagement. Pourquoi bio ? Parce qu'en fait, je vous entends, je vois la CV dans laquelle on évoque des ressources abiotiques, et puis j'entends en toile de fond ce que nous a expliqué Jean-Pierre Gou tout à l'heure sur finalement la dépendance, les interactions qu'il y a entre la technosphère, la biosphère. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que la relation au vivant intervient à un endroit ou à un autre dans les préoccupations environnementales dont vous nous avez exposé certains aspects, notamment liés à l'énergie, liés aux émissions de gaz à effet de serre et tout ça. J'entends bien que les impacts sont indirects, mais quel est le regard que vous posez dessus ? Est-ce que vous avez des évaluations de cette relation entre vos activités techniques et, en quelque sorte, la santé et les perspectives du vivant ? Merci. Écoutez, j'avais... Non, voilà. Donc, pour répondre, c'est pas simple parce que, soyons clairs, les centres de calcul répondent donc
certaines exigences. Donc, le débat, de manière générale, pour moi, c'est le débat entre remède et poison, donc bon dosage. Et ce qui va être intéressant, c'est de distinguer des usages utiles et futiles. Donc moi, en ce qui me concerne, en termes philosophiques, par rapport à la mission que j'exerce, c'est d'abord quand même de voir qu'il y a des avancées spectaculaires dans le domaine de la santé. Les rapports du GIEC dont on parle, il faut bien les simuler. Donc c'est simulé au CINES en particulier. Tout ce qui est connaissance, je dirais, des phénomènes météorologiques et autres. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les côtés utiles, pour moi, sont, j'allais dire, 100% de ce qui est développé, puisqu'il y a des filtres, il y a avant d'accéder à un grand calculateur. Évidemment qu'il y a des ressources, et ça a été dit, de toute façon, c'est vite vu. On prend le cas de l'eau. L'eau est indispensable pour les centres de calcul aux technologies traditionnelles, les data centers. Mais il faut surtout parler de l'eau utilisée en fabrication. Quand on fabrique des écrans, il y a beaucoup d'écrans de partout, eh bien, c'est des eaux polluées qui ressortent. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans toute la chaîne, je dirais, du numérique. Donc, ramener un centre de calcul, moi, il y a des évidences. La route du calcul intensif de l'IA, elle passe par la route de l'énergie. Et donc, ça ramène la question, oui, mais quelle énergie, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on veut faire? D'ailleurs, au passage, on fait énormément de travaux sur la fusion, donc les plasmas, pour les tokamaks, c'est-à-dire tout ce qui seront potentiellement une des alternatives pour l'énergie sur notre planète. Donc, à partir de là, il y a des usages parfaitement futiles, mais je les cite. Ça peut être la crypto-monnaie telle qu'elle a été pensée au début. Ça consomme évidemment énormément de ressources, mais il y aura des algorithmes nouveaux. Donc, il y a des questions liées au métavers, tout ce qui va être donc ces environnements, les jeux vidéo. On sait très bien que quand on donne des informations sur les impacts, ces impacts, ce sont nos propres usages. Et ces usages futiles, évidemment, il faut s'interroger. Donc moi, ma vision des choses pour le CINES ou chez moi, donc chacun d'entre nous, c'est de se dire, on a des biens communs. Les biens communs, ils sont simples. Dans notre vie quotidienne, il y en a 3. L'énergie, donc l'électricité, l'eau et le flux numérique. Eh bien, ces 3, il faut les réguler. Il faut les réguler. Il y a des compteurs pour ça. Une technologie décriée, le Linky, chez moi, il existe pour l'eau. Donc, si j'arrose un peu trop l'été, j'ai un rappel à l'ordre. Mais je trouve normal que dès qu'on franchit certains usages, je dirais, irrationnels d'un bien commun, eh bien, il faut le réguler. Je ne dis pas de couper, donc il faut réduire les débits. Est-il normal qu'aujourd'hui, on ait des forfaits illimités avec le débit maximum sur nos postes téléphoniques? Voilà, donc c'est ça aussi, ces vraies questions. Donc moi, j'ai tendance, pour répondre à une question qui n'est pas simple, les impacts sont là, ça a été longuement décrit, on a été, je pense, très interpellés, notamment par notre collègue donc, qui a expliqué ce qui se passait en RDC. Voilà, donc tous ces éléments font qu'à un moment donné, le numérique, c'est matériel. Et donc ce matériel, c'est les data centers. Je crois que les gens commencent à prendre conscience. On l'a vu pendant la crise énergétique. Faut-il arrêter de chauffer des piscines? Ça a été dit. Mais personne n'a parlé de data centers. Alors vous allez me dire, les data centers peuvent chauffer des piscines. C'est aussi, on peut s'interroger nous-mêmes sur nos activités. Voilà, donc aller plus loin. Moi, je pense qu'on est tous ou éco-responsables. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Moi, je vois rien. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Damien Vallée du CEA. Moi, j'ai une question sur un phénomène dont on parle assez peu finalement, mais qui est assez connu, assez documenté, c'est l'effet rebond. Et dans le domaine de l'énergie, c'est un effet qui est connu depuis très longtemps. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'effet qui dit que je cherche à optimiser énergétiquement ou diminuer énergétiquement un certain équipement, et qu'en fait l'effet escompté, qui est une baisse globale de la consommation par exemple énergétique, conduit à l'effet tout à fait inverse, c'est-à-dire une augmentation globale. Et cet effet, il se constate depuis très très longtemps parce qu'il vient du 19e siècle et de l'émergence des machines à vapeur avec le charbon. Et l'économiste qui a documenté ça, qui s'appelle Jevons, a créé le paradoxe de Jevons, qui depuis ne cesse de finalement se vérifier dans énormément d'applications. Et c'est un phénomène qui est très présent dans l'énergie. Par exemple,
la 3G, 4G, 5G, à chaque fois on est 30-40% plus efficace. Le résultat, c'est que si vous regardez les courbes globales, tout explose. Et dans ce domaine-là, j'entends les éléments sur les gains énergétiques. Vous parliez d'un gain de 30 MW à 1 MW. Les gains, donc, on essaye de gagner partout. La question que je pose, c'est est-ce que vous avez pris en compte cet effet rebond ? Comment on l'évite ? Parce que finalement, c'est ce qui nous pend au nez. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait de dire est-ce que c'est une bonne idée, finalement ? C'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais est-ce que c'est une bonne idée, finalement, d'optimiser énergétiquement les data centers, parce que est-ce que ça risque pas de conduire finalement à l'explosion, paradoxalement, de la quantité d'énergie au global du numérique ? Et finalement, ma question un peu provocante, c'est est-ce que ce serait pas si mal finalement de maintenir des data centers qui consomment beaucoup, parce que d'une certaine façon, ça limiterait un petit peu l'explosion, on va dire, de ce numérique. Les questions sont très délicate. On peut transposer cette question à plein de domaines. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé encore, ni hier ni aujourd'hui, c'est la décroissance, qui est un sujet, moi, qui me passionne. Moi, je crois qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'optimisation, parce que c'est quand même un petit peu le sens de la vie. Enfin, le corps humain est une belle machine à optimiser. Pour autant, je crois beaucoup à la sensibilisation et quand, dans mon cas, je discute avec un client qui me dit qu'il a besoin de ci et de ça, et que je vais aller rentrer un petit peu dans le dur en lui posant des questions qui vont peut-être le faire se rendre compte qu'il va un peu loin et qu'il n'a peut-être pas besoin de tout ça, c'est très difficile parce qu'on parle d'aller à l'encontre de ce qui nous guide un peu tous, la croissance. Voilà. Moi, je crois que la sensibilisation est vraiment le cœur du sujet. Et la sensibilisation, on n'aura jamais terminé. L'an dernier, je disais que le Green IT Day, qui existe depuis 10 ans, avait fait son travail de sensibiliser les personnes. Et qu'on était passé dans d'autres phases ensuite, plus les actions, les retours d'expérience. Aujourd'hui, je constate qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire à tous les niveaux. Et sur les usages futiles, on l'a dit, sur se reposer la question du pourquoi, en fait. Pourquoi on fait tout ça ? Je vais juste compléter, si c'est possible. Oui. Hier, il y a une exposé très intéressante de la SNCF qui montre effectivement, quand vous faites une requête, eh bien, vous avez le bilan de cette requête. Normalement, sur tous les moteurs de recherche, à la fin, on devrait avoir votre requête, elle a coûté tant, ChatGPT, tous ces outils, pareil. Ce n'est pas le cas et c'est regrettable. Donc je pense que là aussi, quand je parle de régulation, on aurait informé les consommateurs. Parce que la grosse difficulté de l'immatériel, c'est, je prends dans mes conférences l'exemple de la Poste. La Poste, on postait une lettre, il y avait un circuit connu. Aujourd'hui, les gens font une requête, ils ne savent pas que ça peut traverser un océan. Donc tout ça, ça se calcule, c'est clair. Et en France, on peut faire des calculs très précis grâce au réseau Renater. Donc on a toutes les informations sur les réseaux existants, tout ce qu'il y a. Et ce retour devrait être donné, et c'est déjà une forme d'éducation. Voilà. Mais en même temps, j'ai posé la question à l'intervenant en disant, mais typiquement, le train, c'est le cas d'école qui nous met tous dans cette salle, ceux qui prennent le train, face à nos responsabilités. Tous les gens utilisent des smartphones, donc j'ai posé la question, combien utilisent du Wi-Fi, qui est fourni, qui n'est pas en général très performant. Mais à la limite, il vaut mieux justement qu'il ne soit pas très performant. Pour répondre à la question tout à l'heure, mais que font les gens ? Ils vont sur les réseaux. Est-ce qu'on a besoin de 5G, 5G+, etc. Voilà, donc on arrive de pouvoir des films, puisque la plupart du trafic, c'est des films vidéo, alors qu'on peut les télécharger ou faire autre chose. Voilà, donc ça veut dire qu'on est nous-mêmes, quand je dis et éco-responsable d'une situation. Alors freiner les data centers, non, moi je pense pas, parce que quand même, je pense que réguler l'IA, oui. Alors là, moi je pour ça, c'est un nouveau combat par les données. Mais quand on voit tous les progrès qu'on est, les découvertes actuelles qui se font, mais c'est incroyable. Sur la santé et autres, grâce, je dirais, à des connaissances aidées par la simulation, aidées par l'IA. Et voilà, donc c'est un ensemble de choses où, je répète, c'est très simple puisqu'on se répète, utile, futile. Chacun doit penser comme ça. Oui, ça reboucle avec l'intervention de Jean-Pierre Gou de tout à l'heure, de se dire,
rien de trop et une sorte d'appel à la mesure finalement.